Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jason Paré et je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode de L'Étrange Programme, votre magazine consacré à la culture de l'étrange et de l'horreur, de la science-fiction et du fantastique, de la fantasy et j'en passe. Au programme cette semaine, nous recevons le directeur artistique du Festival Maleficia, Mathieu Surprenant. En chronique, Frédéric Moreau revient sur la pièce Sunyata, présentée au début de l'automne à l'Espace Libre. Isabelle Grondin nous fait la petite histoire des films de femmes en prison. Finalement, Alexia Soton nous présente un reportage sur un événement consacré au cinéma expérimental et à la vidéo expérimentale. Mais pour débuter, voici les étranges en bref. Executed. 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 États-Unis. On apprenait récemment dans un reportage diffusé par la chaîne CBS que Céline Dion serre la main en latex de son mari mort avant chaque concert. La chanteuse avait pris cette habitude lorsque son mari, René Angélil, était trop fatigué pour se rendre à ses spectacles. En effet, elle s'était fait fabriquer une main en latex à serrer avant de monter sur scène pour se donner du courage. Un rituel auquel Céline Dion n'a pas renoncé suite à la mort en janvier de son mari et manager. Mais là, riez pas d'elle. Je me suis moi-même fabriqué un sein en latex que je palpe avant chaque tournage. Comment ça, c'est macho? C'est un sein d'homme. Québec. Le groupe APA Paranormal, que nous avons reçu en entrevue l'année dernière, aurait trouvé dans un bar de Charlemagne le fantôme de la sœur de Monica la mitraille. En effet, dans le cadre d'une web-série présentée par le sac de chips, APA Paranormal a enquêté sur le bar de l'eau, à la demande de la propriétaire qui aurait ressenti d'étranges présences entre les murs de son établissement. Selon les membres d'APA, Rita Proietti, la sœur de la célèbre voleuse de banque québécoise, serait vraisemblablement le spectre qui hanterait les lieux. C'est quand même un peu décevant comme découverte. Ce serait comme d'apprendre qu'on est hanté par Claudette Dion. Je le sais, elle n'est pas morte, là, mais c'est pour l'exemple. Puis elle vient de Charlemagne. États-Unis. Au début d'octobre, la NASA a dévoilé un nouveau robot baptisé Razor pour Regolite Advanced Surface Systems Operation Robot. Ce dernier aurait pour objectif d'extraire les ressources naturelles et minières pour approvisionner les futures infrastructures martiennes. Razor serait 5 fois plus rapide que le rover Curiosity et capable de transporter plus de 18 kg de matière à chaque sortie. Sa mission? Creuser le sol de la planète rouge pour récolter de l'eau, de l'oxygène et du fioul, ce qui permettrait de réduire drastiquement les coûts des prochaines missions sur la planète. Les astronautes pourront donc apporter que le strict nécessaire, genre leur brosse à dents et des bobettes de rechange. Vive la science! Russie. Les Russes ne sont pas en reste face aux Américains. Oh que non! Eux aussi viennent de sortir leur propre robot. Mais ici, on a affaire carrément à un androïde qui fera partie des membres de l'équipage d'un vol habité dans l'espace et qui pourra venir en aide aux cosmonautes. Le nouveau robot a été baptisé Fedor pour Final Experimental Demonstration Object Research et les premiers essais sont prévus pour 2021. C'est bizarre qu'ils ont donné un acronyme en anglais et pas en russe. Ben, j'imagine que Fedor, c'est un nom populaire pour les chiens dans le pays de Poutine. Planète Terre. Plusieurs personnes s'inquiètent pour l'avenir de la planète et cherchent des solutions pour contrer le réchauffement climatique et la disparition des espèces animales. Mais la plupart de ces solutions ont un impact important sur notre mode de vie. Pour éviter cela, le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité propose, comme le dit le nom, de forcer l'extinction de l'espèce humaine. Fondé aux États-Unis en 1991, le groupe s'est peu à peu développé à l'international et encourage ses membres à ne plus procréer. Le mouvement qui se dit pacifique repose exclusivement sur une base volontaire, ce qui n'a pas empêché la France de le classer en tant que secte. Si vous voulez mon avis, là, des trucs comme iPhone, Facebook, tout ça, ça devrait les aider à atteindre leur objectif. États-Unis. Un drôle de jeu vidéo vient de sortir sur la plateforme Steam. Baptisé Mr. President, le but du jeu est d'empêcher le candidat présidentiel Donald Trump de se faire assassiner en se jetant devant la balle du tireur. Plutôt simple au départ, la difficulté augmente peu à peu avec l'ajout d'obstacles et la réduction du temps imparti.
Si on peut s'interroger sur les allégeances politiques des créateurs du jeu, le moment choisi pour sa sortie se veut de toute évidence un gros coup de marketing. Et vous, pour qui seriez-vous prêt à sacrifier votre vie? Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'étrange programme sur Twitter ou sur tcftv.ca. On débute avec une chronique de Frédéric Moreau. Salut. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien, très bien. Alors là, tu viens nous parler en fait d'une pièce de théâtre qui a eu lieu à l'Espace Libre. Oui, qui a eu lieu à l'Espace Libre du 27 septembre au 8 octobre. Donc malheureusement, c'est terminé, mais j'aurai des suggestions post-pièce à vous faire à la fin. Donc la pièce Sunyata, qui a été écrite et mise en scène par Alexis Martin, donc qu'on connaît bien pour avoir joué dans Les Parents, entre autres. Et je commencerai par une citation de George W. Bush qui décrit très, très bien, je trouve, l'atmosphère un grand amateur de théâtre, comme tout le monde sait. Tout à fait, tout à fait, mais qui décrit très bien l'atmosphère pour laquelle Sunyata a été écrite. Africa is a nation that suffers from incredible disease. Donc, il met l'accent sur l'idée que c'est une nation, un pays. Or, c'est 54 États souverains, l'Afrique. Et peut-être cette relation ambiguë, justement, entre l'Occident et l'Afrique, à savoir qu'est-ce que l'Afrique? Est-ce qu'on connaît bien ça? Eh bien, non, naturellement, on connaît plus ou moins bien l'Afrique. Et c'est l'idée que Alexis Martin a eue en faisant donc cette pièce autour d'un mythe africain qui est la légende de Sunyata. C'est une légende, OK? Puis est-ce que tu peux nous la raconter? Oui, mais c'est comme raconter l'Odyssée d'Homère en 1 heure. Alors donc, je peux peut-être vous raconter 2 ou 3 événements marquants. Un résumé, mais je n'ai pas la compétence pour faire un tel résumé puisque c'est assez compliqué. D'ailleurs, entreprise de maître qu'Alexis Martin a entrepris. Et donc, globalement, qui est Sunyata? C'est le fondateur de l'Empire du Mali au 13e siècle. Donc, le médiéviste en moi était très content. Et donc, globalement, il va naître paralysé et il va avoir de la difficulté à pouvoir évoluer. Et pour pouvoir sauver l'honneur de sa mère, il va soudainement s'élever tel le Christ. Alors, c'est intéressant aussi des fois de faire le lien entre les deux. Et donc, il va s'élever pour pouvoir aller chercher des feuilles pour pouvoir sauver son honneur. Donc, ça, c'est pas un moment à retenir. Okay. Sunyata, c'est aussi celui qui a aboli l'esclavage. Et oui, l'esclavage existait en Afrique avant même que les Européens y arrivent. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir cette perspective-là. Et finalement, une scène que j'ai beaucoup aimée tout particulièrement et intéressante aussi, il va se retrouver en guerre. Et sa solution pour la guerre, c'est de jouer une partie d'Awalé. Je ne sais pas si tu connais le Awalé. C'est un jeu africain qui réside dans l'agriculture. Donc, l'idée, c'est qu'il y a 5 pions dans chacune des cases, 5 cases de chacun des côtés. Et il faut, à un moment donné, mettre un pion dans chacune des cases pour qu'aucune se retrouve vide. C'est quoi l'approche particulière d'Alexis Martin puis de l'autre créatrice autour de cette légende-là? Comment ça débute, en fait, avec cette idée de Sunyata? C'est en fait deux agronomes qui vont au Mali, donc c'est le prétexte, en fait, qui pour sert étudier leur façon de faire là-bas? Exactement, pour étudier leur façon de faire là-bas. Et peu à peu, ils se retrouvent marionnettistes et acteurs de ce jeu-là. Alors, donc, on se retrouve à l'intérieur de la culture africaine, comptée par des acteurs aussi africains qui viennent à la fois du Maroc et du Mali. OK. Puis s'il y a une morale pour ce spectacle, ça serait quoi? La morale pour le spectacle, intéressant de se poser la question parce qu'on convoque beaucoup le surnaturel à l'intérieur du spectacle aussi. Alors donc, est-ce que... c'est très important pour les Africains, le surnaturel. Hein? Tout à fait. Il y a comme ils font pas une distinction finalement entre la réalité et le surnaturel, en tout cas à travers le cinéma que moi j'ai connu un petit peu à l'université. Non, et effectivement, c'est l'idée justement de Sunyata de nous faire connaître un mythe qui est presque considéré comme étant une personne réelle. Un fait historique. Donc un fait historique, exactement. Et c'est d'ailleurs la limite entre les deux qu'Alexis Martin exploite beaucoup, entre autres à travers la marionnette. Puis puis on parlait de la morale du message. Oui, et on pose cette question-là justement. Est-ce que nous sommes si fous, en parlant de l'Africain, est-ce que nous sommes si fous, nous, Africains, de croire à la magie, quand vous, Occidentaux, vous croyez aux petits écrans bleus que vous côtoyez à tous les jours? Alors donc, ça vient beaucoup questionner notre rapport à la réalité aussi. Et par le jeu des marionnettes aussi, par le double qui est convoqué, par le mythe, on est aussi dans l'étrange parce qu'on est dans l'étrange africain. Parfait. Bien, c'est ça qu'il faut pour l'émission. Exactement. Bien, merci Frédéric.
Pour tes suggestions, on les verra sur notre page Facebook, donc on pourra aller voir ça. Et tu restes avec nous? Tout à Pour fait. l'instant, avant d'aller à la pause, on va voir l'étrange séquence de la semaine. Vu que l'Halloween approche, on vous présente cette semaine une décoration plutôt macabre, mais très bien faite. Nous recevons maintenant le directeur artistique du festival Maleficia, Mathieu Surprenant. Alors, Oui. salut. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui. Alors, toi, ben, le grand public te connaît entre autres pour avoir participé à Love Story en 2007 puis en 2009. Mon jeune temps. Oui, ça fait déjà presque 10 ans. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir créé un festival consacré à l'horreur? En fait, l'horreur vient de bien avant Love Story. Ouais. Écoute, depuis que je suis tout jeune, là, 4 ans, 5 ans, là, j'écoutais des films d'horreur avec ma grand-mère. Puis, Ah ouais, avec ta grand-mère? j'ai encore les souvenirs. Là, je forçais mes parents pour aller coucher là la fin de semaine pour peut-être pouvoir écouter un film d'horreur en cachette avec elle. Puis je me souviens, le Mémé Cannibale, je pourrais en nommer plein des petits films, là, des classiques qui sont marqués dans ma Puis tête. Mémé Cannibale, c'est parfait. Écoute, avec sa grand-mère. en plus. Exactement, c'est en plein ça. Puis c'est cliché de le dire, mais c'est exactement ça. Puis c'est le premier qu'elle m'a fait écouter vraiment que j'ai adoré. Puis la piqûre a commencé là. Parfait. Et bon, l'année passée, parce que c'est la deuxième édition que tu présentes cette année, l'année passée, c'était surtout une maison hantée que les Oui. gens pouvaient visiter. Oui. Là, il y a d'autres événements, on en parlait plus tard, mais pour la maison hantée, c'est rendu 18 ans et plus. Oui. C'est quoi les nouveautés autour de cette attraction? En fait, ce qui est arrivé de différent de l'année passée, l'an passé, j'avais un chapiteau, la même chose. Cette année, il est le double de grandeur. Ah oui. J'avais 6 acteurs dans la maison l'année passée. Cette année, dans les murs, je vais avoir pas loin de 20 acteurs. Fait que ça l'a triplé. Puis beaucoup plus hardcore trash, si on peut dire ça, là. En fait, beaucoup plus extrême. OK. Je fais participer les gens qui rentrent visiter la maison. Fait que dans chaque pièce, ils vont devoir faire un acte pour avancer. Puis c'est vraiment dans cette optique-là que je m'en vais. Et est-ce qu'il y a un moment où les plus jeunes vont pouvoir aller le visiter? Bien, en fait, c'est ça. Le dernier dimanche, ce qu'on va faire, vu que c'est 18 ans et plus, puis tout le monde doit goûter à ça un petit peu parce que j'ai la section famille d'un côté Oui, il y a pour des les autres enfants, activités, ouais. la section 18 ans et plus, mais il manquait un petit peu pour les 16, 15, 16, 17 ans. Fait que je vais adapter la maison pour la dernière journée. On va modifier le jeu des acteurs pour baisser, pour pouvoir accepter les 15 ans seulement Ça le va dernier être- dimanche. Ça va être le 30 octobre. Oui. Puis c'est quoi? Ben, on parle des autres activités, justement, la place de la famille, le freak show, la zone d'horreur, c'est quoi? Ça l'a tellement augmenté de l'année passée du fait qu'il y avait seulement la petite maison hantée qui durait à peu près 10 minutes. Cette OK. année, elle va durer 22 minutes. Fait qu'on a doublé encore là. Et on a augmenté la file d'attente, elle se faisait dehors à la pluie. Cette année, on a un gros chapiteau d'attente avec une section bar, DJ. On a un freak show de Christopher Williams qui va faire un show de 1h30 de temps. OK. Il va faire les répliques des films d'horreur, des classiques. Ah, OK. Et puis, plein de kiosques à l'intérieur de ce chapiteau-là, des tatoueurs, des artistes de make-up, des artistes peintres qui viennent. Ah oui. Fait que ce que j'ai voulu lancer, c'est tous les artistes de Montréal ou environ ou quoi que ce soit qui veulent présenter leur passion, leur projet. J'ai un talent dans ci, viens l'exposer au festival, viens le montrer. Fait que c'est de vraiment ouvrir les portes à plusieurs domaines de Ouais, comme ben, ça. Là, Maleficia, justement, vous êtes en collaboration avec un événement qui s'appelle Requiem Fear Oui. Fest, donc qui est comme la première convention québécoise Exactement. consacrée à l'horreur. Exact. C'est quoi exactement ce En au-delà fait, de c'est cette des convention? amis personnels à moi. Steve Villeneuve, en fait, qui a déjà dirigé au Comic-Con la section horreur. Il est venu me voir, il m'a demandé que ça serait bien qu'on puisse faire une association. Il voulait partir sa convention horreur. Fait que pourquoi pas s'aider? On l'a mis ensemble. Donc lui, il va attirer des gens pour la section horreur. Moi, j'ai déjà mon trafic un petit peu pour la section 18 ans et plus. Fait qu'on va pouvoir mélanger les deux ensemble. Même chose pour l'after party qui va être le 28 OK. au hangar 16. Ou amener les gens à faire la fête après. On a fait des petites associations comme ça avec tous les gens qui, à la base, sont des fanatiques un petit peu comme moi.
je me sens pas comme une compétition en personne. Je veux être le premier à prendre tout le monde puis d'en faire un gros festival. Surtout dans le temps de l'Halloween, de toute façon, il y a tellement d'événements. Exactement. Il y a un autre de vos associés, c'est le Festival Space, parce qu'il va y avoir les actrices, certaines actrices d'Evil Dead qui vont être présentes à la convention. Oui. Et là, le film Evil Dead va être présenté à minuit lors de la grande soirée d'horreur de Space. Exactement. Alors, si on peut s'acheter des billets, aller voir le vieux film de Evil Dead, qui est toujours un classique. Les fans le connaissent. Ceux qui le connaissent pas, je les invite à aller le voir, c'est sûr. Toi, est-ce que c'est ton préféré, le premier? Écoute, le 1, le 2, de la misère à débattre vraiment, lequel est lequel que j'aime le plus, mais un penchant pour le 1, là, comment que ça a été fait avec Bruce Campbell, c'est sûr que ça va toujours rester un classique là, pour moi. Il est moins axé humour aussi, le premier, que contrairement aux deux. Oui, exactement. Mais c'est le fait que la bonne vieille caméra, des amis qui font ça, puis que ça a donné un succès monstre de même, qu'aujourd'hui, ils vendent encore des DVD sans bon sens. Des DVD puis des dérivés aussi. Exactement. Avez-vous des commanditaires pour le festival? C'est comment vous financez ça? Est-ce que c'est seulement de l'argent privé? Il y a de l'argent public? Non, en fait, c'est sûr qu'on approche des compagnies. On est à notre 2e année. C'est pas évident. On présente un projet que les gens y croient ou y croient pas. Mais à date, on a des bonnes réceptions. BMR, qui est un gros commanditaire qui a embarqué pour les matériaux de la maison. Donc ça paraît beaucoup. Village des Valeurs. Moi, dans toute l'année, je prépare les décorations de la maison. Donc, je vais faire les Villages des Valeurs, Kijiji, les choses à donner. Puis moi, je les modifie rendus comme ça chez moi pour essayer de me créer un décor le plus parfait. Puis donc, tu diriges la ligne artistique, mais tu mets la main à la pâte aussi. Oui, toute l'année, je mets la main à la pâte, puis c'est ça qui est pas évident, tu sais, dans la maison, dans le sous-sol, tu sais, j'essaie de me stocker des affaires un petit peu partout, mais c'est pas évident, mais je pense qu'on a réussi à faire de quoi de bien pareil cette année. Là. Et cette maison-là, elle va être où directement, si on veut? En fait, c'est au bassin Épile, juste à côté, pas loin du Farine Five Rose, c'est juste à côté, puis... En fait, il y a les 2 chapiteaux. Cette année, on a acheté un autobus. Le parcours commence dans l'autobus. Ah oui, OK. Donc, les gens rentrent dans l'autobus et après ça, font le parcours de la maison. Puis les autres activités comme la place de la famille, le freak show, puis la zone de l'horreur sont aussi... au bassin Pile. En fait, la convention est au Alt Hotel, juste à côté. Ah, c'est juste à côté. Ça communique au 7e étage. Tout le 7e est pour la convention. Donc, les actrices de Evil Dead et l'acteur va être là. Puis la projection du film, je pense que c'est au Club Soda. Hein? Oui, exactement. La projection du film est au Club Soda, mais au Alt Hotel, dans la convention aussi, on passe les courts-métrages, en fait, des producteurs de n'importe qui. Si toi, avec tes amis, tu as fait un petit film que tu aimerais ça présenter, faire connaître, on le prend, on le passe gratuitement au festival pour essayer de le faire connaître. Est-ce que c'est des œuvres qui sont présentées en continu lors de la convention? Oui, il y a un horaire, horaire sur le site. Dans la fin de semaine, là, il y a vraiment des horaires respectés. Les films sont tous indiqués, lesquels qui vont passer. Fait qu'on veut maximiser les artistes à se faire connaître dans l'horreur. C'est vraiment ça le but de la convention. Et puis de Maléficia en tant que tel, c'est autant que tu es un artiste peintre horreur, viens au festival, viens présenter tes affaires. On est là pour les montrer. Fais-toi connaître. On veut tous regrouper ces gens-là qui n'ont pas nécessairement la chance de les montrer tout ça. Là. Bien, parfait, on va indiquer l'adresse du site en bas de l'écran. Sur Maléficia, il y a tout bien indiqué, il y a les liens avec le Requiem for a Fest, tout le hangar 16, l'after party qui suit après. Parfait, bien merci beaucoup. Hey, merci à toi. Yes. Alors, c'est le moment de la pause. On revient tout de suite après pour un reportage de l'Étrange Montréal qui porte sur une programmation de films expérimentaux. À tout de suite. C'est maintenant le moment du reportage L'Étrange Montréal. Nous avons Alexia avec nous. Alors bonjour. Bonjour Jason. Quel est le reportage que tu viens nous présenter aujourd'hui? Alors cette semaine, on est allé à une projection de court-métrage organisée dans les locaux du collectif Lumière. L'organisateur, c'était Guillaume Vallée. Et en fait, c'était une projection de courts-métrages expérimentaux qui venaient de plusieurs pays. Et en fait, ça vient du catalogue de vidéos du collectif Ambré, qui est colombien. Parfait. Bien, merci beaucoup. Allons voir ça. Nous sommes à une projection de films expérimentaux organisée conjointement par le collectif montréalais Hybrida Pluri et le collectif colombien Ambré.
Bonsoir Emma, est-ce que tu peux nous présenter le lieu où nous sommes ce soir? Oui, nous sommes à la Lumière, qui est située dans le quartier du Milex à Montréal, sur la rue Alexandra. Bonjour Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cadre est présenté l'événement de ce soir? Oui, c'est un événement, une projection de films expérimentaux que j'organise avec mon collectif d'artistes qui s'appelle Hybrida Pluri. Et on a fait un partenariat avec le collectif d'Amérique du Sud, Ambré. Donc, puis cette projection-là est en collaboration avec la Lumière Collective, le lieu actuel où que la projection va avoir lieu. Est-ce que tu peux nous présenter la mission de l'organisme? Oui, alors l'organisme La Lumière Collective a pour but de favoriser la diffusion et la production de pratiques artistiques et cinématographiques qui incluent la danse, la performance, dite expérimentale. Parfait, est-ce que tu peux nous présenter la programmation un petit peu? Oui, bien sûr. J'ai monté le programme avec Ambré, avec Sébastien Weidman et Florentien Carbone, 2 membres de Ambré qui sont basés en Colombie et en Argentine. On a monté un programme d'œuvres issues de leur catalogue. Ambré est un collectif d'artistes qui invite des artistes à présenter une œuvre expérimentale sur leur forum, et après il y a des théoriciens qui écrivent sur l'œuvre par la suite. Donc on a pigé dans ce catalogue-là ensemble tous les 3 pour former ce programme-là. Puis c'est principalement des œuvres expérimentales, la vidéo d'art aussi, beaucoup de travail sur l'émulsion filmique, d'art vidéo, de travail avec le found footage. Il y a même des films qui ont été tournés avec un iPhone 6 aussi. On a essayé de vraiment varier le type d'œuvre qui allait être présentée. Hybrida Pluri présentera la 3e édition de son festival pluridisciplinaire à Montréal les 20, 21 et 22 avril 2017 prochains. What was that? Nous recevons maintenant Isabelle Grondin qui vient nous parler de films de femmes en prison. Alors, salut Isabelle, tu me vois? En prison. Tu me vois? T'es pas perdue? Oui, non, ça va. Oui, en fait, Jason, je suis ça un petit peu dans la même continuité que le dernier reportage qu'on a fait ensemble qui traitait principalement de Nazi-exploitation. Donc, on va rester encore dans le domaine du sexploitation. Ouais. Mais cette fois-ci, on va parler plus précisément du film de Prison de femmes qui a vraiment connu, comme je le disais dans le dernier reportage, qui a vraiment connu un gros buzz, beaucoup plus long que la Nazi-exploitation, en fait. Ça a commencé vers la fin des années 60, puis ça s'est estompé vers le milieu des années 80. Il y a eu des petites tentatives, comme ces 2 films-là ici, qui sont des films relativement plus récents, donc fin 80, début 90. Mais pour le reste, le genre est mort, là, vraiment. OK, à la tu fin mets des pas années Unité 80. 9 dans ce genre-là. Tu n'inclus pas. Non, mais, OK. mais je trouve ça quand même drôle que ça s'appelle Unité 9, parce que moi, c'est un de mes films cultes, des femmes pour le bloc 9, c'est le même chiffre. Ah, ben c'est peut-être une Comme illusion. assez Il y a peut-être il il y a peut-être quelque un chose, petit inside là-dedans. En fait, ce qui est fascinant de ces films-là, c'est que dans le fond, ça reprend beaucoup les mêmes clichés un petit peu que le Nazi-exploitation. En fait, il y a pas beaucoup de différences. Principalement, ça se passe toujours évidemment dans un milieu carcéral. Ce sont toujours les mêmes thèmes qui reviennent, donc les viols, les femmes qui vont retrouver un peu de réconfort entre elles dans les dortoirs. Donc, il y a toujours prétexte à scène de lesbienne, scène de douche, les tortionnaires qui vont abuser de leur... les filles qui vont faire du catfight par scène de jalousie pour avoir les faveurs des tortionnaires. Des ou du batailles de tortionnaire. filles, ben oui, c'est un Exactement, classique. exactement. La traite des blanches. Il y a Pam Grier qui a commencé, entre autres, pas mal dans ce genre-là. Oui, Celle qu'on connaît en à fait, cause de Jackie Brown, oui, entre autres de Tarantino. Là. C'est ce qui a lancé sa carrière. Ouais, hein. Et puis, je dirais, c'est aussi ce qui a marqué en bonne partie de la carrière de Jess Franco, Aussi. qui, pour ceux qui ne le savent pas, quand même fait pas loin de 200 films. Il faut quand même le faire. C'est impensable aujourd'hui. Et puis, j'ai 2 films de Jess Franco aussi, d'ailleurs, qui sont ici, qui sont Prison de femmes avec Lina Romay, qui était son épouse, qui était son épouse pendant très longtemps. Puis qui a exploité qui est morte amplement très dans jeune. ses livres, dans ses films. Hein? Ah oui, absolument. Elle était dans pratiquement tous ses films. Et des femmes pour le Bloc 9. Et il y en a fait d'autres aussi. Puis j'en ai noté Puis quelques-uns. Bloc 9, c'en est un que t'aimes beaucoup, ça, tu me dis? Ouais, ben, c'est parce que je trouve que c'est poche. Ça va tout... Tu sais, j'aime les nanars, ça va tout comme tout ensemble. C'est un mauvais film de prison de femmes. Très maladroit, d'ailleurs. Et puis, avec des scènes de seins à outrance. Ceux qui aiment les films de seins... Puis
pas de sein, on parle pas du Vatican, rien. Là. Pas du tout, non, on parle de poitrine ici, Voilà. Saint-Hubert, barbecue. Là, tu disais qu'il y en a fait plusieurs autres, Jess Franco? Oui, ben en fait, il a fait aussi Convoi de filles. Il y avait des femmes pour le Bloc 9. Il a fait Les Brûlantes en 68. Il a fait Femmes en cage en 76. Et un autre aussi qui s'est illustré avec 2 films qui ont particulièrement pogné, qui s'appelle Paul Nicholas, qui a fait Chained Heat en 1983 avec Linda Blair. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, moi, je l'ai pas vu, mais moi aussi, ça me dit de quoi. Et de Nick Cage en 1986, c'est un gars qui a fait pratiquement rien d'autre. Parfait. Moi, si je peux me permettre, je te conseillerais aussi une série qui s'appelle La Femme Scorpion. Là, c'est japonais. Ça a commencé au début des années 70. C'est des productions Toei, là, T-O-E-I. Donc, il y en a eu, je pense, 6 au total. Mais c'est quoi? C'est carrément des... Une femme de prison de femmes, ils s'échappent à un moment donné, ils se retrouvent... je veux dire, c'est des femmes qui s'échappent de prison. J'ai pas vu les 6, j'ai vu le 1 et le 4, je pense. Là. Mais c'est... En tout cas, j'aime beaucoup le cinéma japonais des années 70, là, ça vaut la peine. Est-on aussi explicite que ça? Non, c'est pas... Non, il doit y avoir des tétines qui ressortent de temps en temps, mais c'est peut-être pas aussi explicite que ça. Je voudrais quand même à préciser une chose qui est super importante avec ces films-là, c'est que, puis c'est pas pour rien qu'il y a le mot « ploitation » à la fin de tous ces mots-là, Nazi-exploitation, sexploitation, whipsploitation, tant qu'à ça, on pourrait dire ça pour Women in Prison. En terminant. Oui, en terminant, en fait, c'est que ce sont des films qui utilisaient toujours les mêmes recettes. C'était toujours des belles femmes dans des conditions de violence où elles devaient être soit réduites à des esclaves sexuels ou... bref, c'était des scénarios qui étaient tricotés uniquement en fonction de ça. Et je parle de lui en fonction. Il est fait avec Laura Gemser, qui a été pendant longtemps la Black Emmanuel. Oui, ben et qui est réalisé par Vincent Dan, alias Bruno Mattei, un des plus grands plagiaires au monde. Et avec Gabriel Tinti, qui a joué dans plusieurs gros films italiens, dont Argento et compagnie. Quand même. Vite, là, est-ce que le côté misogyne derrière ce genre d'œuvre-là te dérange ou au contraire, c'est pas grave? Non, pas du tout. Non, c'est correct. C'est bien correct. Ça plaît à certains, il y a eu des films de prison avec des hommes, puis on n'en fait pas de cas. C'est ça. Hein? Bon, voilà, Prison Break, etc. Parfait. Exactement. Bon, ben, on termine là-dessus. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Alors, c'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Bonne soirée.